parlé dans ma première partie, mais les études pour l'activité physique et le bénéfice pour le cancer, oui, il n'y a pas des belles études en médecine, mais il y a tellement d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice de survie et de récidive que nous, on l'a vraiment impliqué dans notre pratique, là, on l'a vraiment adopté. Tous mes collègues radioncologues qui font du cancer du sein, dans les suivis, c'est sûr que quand ils viennent à la consultation pendant les traitements, c'est plus difficile, mais dans le suivi, là, on donne régulièrement le devoir aux patientes de faire de l'activité physique. Là, c'est sûr que les moyens pour lesquels ils prennent tout ça, mais ça, c'est clair, là, on est toutes celles qui font qui traitent pour les cancers du sein, régulièrement, c'est le devoir qu'on donne aux patients. Parce que ça gère leur poids, ça gère leur morale, ça gère les bouffées de chaleur. Ça diminue le risque que le cancer revienne selon les données qu'on a. Fait que c'est tellement un ensemble de choses. Puis souvent, moi, c'est justement ça, je vais leur dire, c'est commencer par quelque chose de facile. Là, si vous faites 20 minutes, vous faites 20 minutes. Puis éventuellement. Fait que c'est pas quelque chose là, qui a l'air beau sur papier, là, c'est quelque chose qu'on donne comme c'est-à-dire qu'on donne comme conseil là, au quotidien là, maintenant. Là, c'est vraiment dans notre pratique. Une chose que je voudrais dire, effectivement, pour diminuer la fatigue et diminuer l'FLM, c'est marquant. C'est sûr qu'une activité physique va venir améliorer. Mais je voudrais savoir comment vous vous incorporez, parce que rapidement, il faudrait que la kinésiologie intervienne là, pour informer et tout ça. Il n'y a pas d'intervention de groupe à faire ou, pour rencontrer les... Parce qu'autrefois, il y avait des rencontres pour toutes les femmes qui faisaient un cancer du sein. Toutes sortes de renseignements étaient donnés, dont la physiothérapie pour éviter le lymphedème puis le bras qui vient ankyloser. Mais dans le fond, l'activité physique, maintenant qu'on sait le bénéfice qu'on peut en tirer, devrait être incorporé. Mais c'est comment vous rencontrer, comment organiser un groupe, comment organiser l'activité. Bien, je dirais qu'il y a eu aussi des démarches au centre des maladies du sein, là, mais c'est pas évident là, de monter des choses. Là. Fait, puis c'est d'essayer de voir là, justement avec le privé comment ça peut s'impliquer, mais c'est pas facile. À la Fondation, on a un service, mais au bout d'un an, on a plus accès. C'est pas évident, puis là, c'est un peu... Mais déjà, mais c'est un peu, tu sais, est-ce qu'on peut directement juste référer à Myriam, c'est pas correct, tu sais, non plus. Fait que c'est d'essayer de voir comment qu'on... Déjà, si la Fondation québécoise donne un an, canadienne du cancer ou québécoise? C'est québécoise. Fondation québécoise du cancer du sein? Oui, donne mais eux, c'est spécialisé dans le sein. C'est ça. Mais c'est sûr que nous, moi, je suis spécialisée dans tous les types de cancers, mais c'est un an. Ah, ben là, moi, je prêche pour ma paroisse. Mais les gens qui l'auront fait un an vont probablement maintenir leur activité après. Donc, pour l'aspect de la récidive ou l'aspect de si la récidive qui exact. Parce que, en fait, ce que j'offre aussi, c'est ce qui marche beaucoup ces temps-ci, parce que je vois que cette clientèle-là, c'est après les traitements, tout de suite, la période après les traitements, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? L'énergie, sont-ils prêts à réintégrer un gym? Ça, c'est une clientèle que j'ai beaucoup. Mais pendant les traitements également, c'est ça. On voit bien tout de suite ceux qui bougeaient, les cours ceux qui bougeaient. Non, il y a un programme qui existe au centre des maladies du sein, mais c'est quelques heures, c'est encore une fois, c'est pour un an. Mais oui, il faudrait... moi, je vous dis sûr que... Mais sincèrement, par contre, on a de plus en plus, même comme médecin d'information, encore il y a quelques semaines, on a eu justement les kinésiologues de la Fondation qui nous font une présentation en faisant écho. Les présentations sur la maladie du sein. Moi, je parle pour le sein parce que c'est ça que je fais principalement dans ma pratique. Là. Fait que, de plus en plus, ça se parle, c'est quelque chose, les gens veulent. Là, fait que je pense que ça s'en vient. D'incorporer la structure de soins. Je comprends bien, c'est un programme qui est remboursé par la Fondation pour la première année, mais après ça, c'est à leurs frais? Non, pas à ma clinique. La clinique Tandemkin, non, c'est pas remboursé. C'est privé? En fait, au centre des maladies du sein, il y a un programme, j'étais là avant, j'ai développé un programme d'activité physique pour les patientes en traitement du cancer du sein. Et on avait réussi à obtenir 50 000 $ de la Fondation québécoise du cancer du sein du Québec. Donc, avec ça, on développait un poste à 14 heures par semaine dans lequel... pour les patients. Donc, là, je ne sais pas quelle forme ça a pris. Moi, c'est sûr, je mise beaucoup sur les groupes. Est-ce que c'est des... Je suis spécialisée en entraînement privé, je ne sais pas. Ça dépend des kinésiologues. Mais là, il y a un petit programme qui est là, qui est à l'hôpital Saint-Sacrement, au centre des maladies du sein, qui est pour les patients atteints d'un cancer du sein. Au-delà de ça, il n'existe pas rien de subvention ou quoi que ce soit. Mais je suis à la recherche de ça. Je recherche parce que j'ai la demande. J'ai fait des démarches en Jacinthe. Jacinthe qui est une patiente, qui est une cliente à moi, qui vient dans mes cours et qui me voit évoluer dans mais vous dites qu'il vient à vos cours, donc vous... Oui, et qui venait au centre des maladies du sein. J'ai commencé. Oui, tu as commencé au centre des maladies du sein. Quand je viens au Saint-Sacrement,
et ça, je l'ai suivi. J'avais commencé avec elle, fait que je l'ai suivi quand quelqu'un dit. Quand tu as parlé chiffres, combien ça représente d'investissement? Tu peux pas. Je veux dire, sais-tu, ça fonctionne comme un centre de conditionnement physique où tu payes un abonnement qui va coûter 400-500$ par année? C'est pas que. Peux-tu donner des écoute, chiffres? Toi, c'est plate de parler de ça. Ben, tu sais, mettons, comment, tu sais, si je me réfère aux chiffres qu'on avait, tu sais, mettons 50 000 tu sais, ça Non, mais je dépend parle pour combien. le client Non, qui mais décide si quelqu'un va- l'employé, c'est au privé de toute façon. Oui. Alors, combien ça lui coûte de prendre soin de sa santé dans le fond? Ah, je dirais 80 $ par mois. Tu sais, C'est et moi, comment je fonctionne aussi, comme c'est des patients en traitement du cancer, je fonctionne des cartes fidélité, comme dans le sens que c'est pas un abonnement. Parce que quand tu es en traitement du cancer, tu ne sais pas comment tu vas aller la semaine d'après. Tu sais pas comment tu vas réagir. Fait que si tu as un abonnement, tu sais, c'est comme avoir un abonnement au gym, tu es malade, qu'est-ce que oui, tu non, fais je te payer? comprends, mais Fait que c'est comme ça que je fonctionne. C'est des cartes fidélité. à la séance? Oui, à la séance. Ah, La ok. patiente vient à la séance. OK. C'est sûr que pour après, c'est différent, là. Mais ouais, c'est à la séance. Peut-être que je déborde du sujet, mais pour le lymphœdème, est-ce que le drainage lymphatique serait bon pour diminuer? Oui. Mais tu peux y aller, mais on a eu beaucoup de discussions là, avec la physiothérapeute aussi sur les maladies du sein. De plus en plus dans la littérature, ils vont l'utiliser beaucoup pour diminuer les symptômes sur le coup, mais en tout cas, de plus en plus d'études s'en va vers vraiment le manchon qui est vraiment le traitement de choix. Fait que le drainage est de plus en plus utilisé. Oui, la patiente sur le coup, elle va être plus confortable, sauf que ça ne dure pas généralement dans le temps. Fait que c'est vraiment le manchon qui est maintenant, mais on s'en va par là. Souvent, on faisait le drainage, mettons, pendant 1 mois, puis lorsque le bras avait atteint un volume acceptable, qui risquait d'être le volume définitif, là, il fabriquait le manchon qui avait un certain volume. Mais s'il mettait le manchon au moment du plus gros, ben, quelques semaines après, le manchon était fait. Mais maintenant, maintenant, ils mettent vraiment le manchon Ouais. dès le début. Dès le là. début. Oui, Oui, c'est vraiment le traitement de prévention, choix. puis là. même qui réfère plus vers le drainage. Elle Non. n'utilise plus le drainage lymphatique. C'est Presque. la dame qui était en face de l'hôtel. Mais Oui, il presque- réfère plus vers là. Presque plus. Non, mais c'est vraiment des cas ciblés. Il y a des patients qui vont être vraiment plus confortables avec le drainage, mais ils vont le faire dans un esprit de confort et non de traitement. Mais c'est nouveau, là. Ça fait pas longtemps là, que ça change aussi. Ça évolue. Tant mieux, ça évolue. Elle était gentille. Quand on parlait de 4 à 8 semaines de récupération, c'est du 4 à 8 semaines avant de reprendre l'activité physique? Oui. OK. Oui, mais on va suggérer à la patiente de continuer à bouger dans ses activités physiques, dans ses activités de la vie quotidienne, se laver, bouger. Il faut qu'elle utilise son bras quand même. Et des activités physiques, oui, c'est 4 à 8 semaines. Moi, je dirais que ce que je constatais, c'est que les gens en post-opératoire ont peur. Alors, certaines se mettent la main sur le ventre et la bougent plus pendant 1 semaine ou 2. Quand ils viennent pour la bouger, là, c'est une catastrophe, c'est bon. Des fois, j'ai vu des patientes que je me disais, crème, j'aimerais mieux que tu aies un lymphœdème que tu viennes avec des ankyloses, des douleurs. Vraiment, okay. Tu dis, bon, il faut bouger le bras au risque. Mais dans les lignes directrices, là, est-ce que le 2 à 3 fois par semaine, l'activité musculaire de 30 à 60 minutes, est-ce que c'est inclus dans le 150 minutes ou c'est en plus? J'espère que oui. C'est en plus. Ah, c'est plus. Mais dans les études, généralement, c'est 3 heures d'activité physique, fait que ça tombe à peu près. 150. C'est beaucoup. Une Une demi-heure par jour. Plus du renforcement musculaire. Il y a comme une. J'ai pas révisé ça, là. Je sais pas si c'est les kinésiologues dans la place, là, mais il y a comme une charte là, d'activité physique, là, comme un peu le guide alimentaire canadien, là, mais tu sais, endurance, cardiovasculaire, musculaire, flexibilité, là, il y a comme. Juste une parenthèse, si je peux me permettre, il y avait une conseillère, une kinésiologue qui travaille pour le gros pied, le grand pied viétique. Puis quand elle fait sa présentation, auprès de la clientèle, elle disait, si je ne me trompe pas, c'est 65 ans et plus, il recommandait 5 fois semaine, 30 minutes. C'était de façon générale. Pour une clientèle plus âgée. Fait que, avant, il disait 3. Avant, il disait 3 fois semaine d'exercice, mais c'était une France. Moi, tant que moi, c'est en faire 10 minutes. Ben oui, J'ai une question au niveau, on parlait qu'au niveau du cancer du sein, la radiothérapie n'endommageait pas le nerf, l'exopathie. Est-ce que pour un autre cancer qui serait dans la région lombaire, ça serait autre chose aussi? Mais c'est sûr qu'on fait très, très attention là, aux doses qu'on donne aux nerfs, mais les nerfs nous aident dans le sens que leur dose de tolérance, c'est-à-dire la dose qu'on peut donner de radiothérapie avant qu'ils soient endommagés, est quand même
pour des cancers comme la région ORL, qu'il faut monter à des doses plus élevées. Il y a toujours un risque de plexopathie qui est un petit peu plus élevé, mais on s'entend que dans notre plan de traitement, c'est une des choses là, les plus importantes qu'on regarde. Fait que je dirais que c'est plus dans les retraitements là, qu'il peut avoir de l'impact parce qu'on redonne la dose sur une zone qui a déjà été dosée, dépendant de la dose qui a été donnée. C'est toute une question de technique de traitement qui a été fait avant puis la dose qui a été donnée. Mais oui, ça peut arriver là, dans d'autres sites, mais je dirais que le risque est plus élevé vraiment quand on va en retraitement là, pour certains. Ça peut se manifester sous forme de perte de sensibilité ou sous forme de perte de force? Oui, ça peut être les deux. Là, Les deux, ok. Ouais. Au niveau de la douleur et l'inflammation, je suis pharmacien, là, est-ce que c'est mieux, mettons, de traiter avec des analgésiques anti-inflammatoires et de continuer de faire de l'exercice ou d'attendre peut-être qu'il n'y ait plus de douleur puis de commencer les exercices? Moi, je suggérerais d'attendre qu'il n'y ait plus de douleur. Mais si c'est une douleur, mettons, qui apparaît pendant le programme d'exercice, pendant que la personne participe à un programme d'exercice, on diminue l'intensité, on change la façon de faire les exercices, on arrête d'utiliser cette région-là. Puis la patiente peut prendre aussi des anti-inflammatoires pendant cette période-là. Mais c'est du cas par cas, mais j'en ai vu souvent des anti-inflammatoires comme j'en ai eu une qui a eu mal au dos, qui est arrêtée de venir 2 semaines, puis elle n'est pas revenu, ça a bien été. T'sais. Fait que moi, je suggère, je suis un peu plus frileuse à ce niveau-là. Aussi, j'en ai une qui a 2 capsulites. Quand elle vient dans les périodes où sa douleur est moins aiguë, elle utilise moins les bras, on travaille aussi dans l'angle, on fait attention à l'angle dans lequel elle travaille. Il y a manière quand même d'adapter l'entraînement à la douleur de la personne. Ouais. Par contre, il y a certaines patientes qui vont développer, même dans les mois, là, puis il y en a que ça dure plus qu'1 an, là, des douleurs importantes là, au niveau du sein, de la paroi thoracique. C'est loin d'être la majorité de nos patientes, mais il y en a là, que c'est difficile à contrôler. Ces patientes-là, c'est sûr que là, c'est difficile, on ne peut pas les arrêter pendant 1 an ou 2, là, fait qu'on va leur dire de continuer quand même leur activité. Des fois, on va tenter des anti-inflammatoires, mais il n'y a pas de recette miracle pour ces patientes-là. Là. C'est plate. C'est vraiment plate parce qu'on n'a pas eu des études qui ont été faites avec différentes molécules puis on ne réussit pas à bien contrôler. Et de faire une chirurgie, mettons, d'enlever le sein, ça règle rien de problème là, parce que c'est souvent toute la paroi thoracique. Fait que ces patientes-là, ça devient un peu plus compliqué. Ils vont souvent avoir des anti-inflammatoires sur une plus longue période, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir. Le problème, c'est que des fois, on a une clientèle, la majorité, c'est une clientèle qui est plus âgée aussi, là, fait que on est pris avec l'hypertension, les anti-inflammatoires, là, ça devient un peu complexe de pouvoir les soulager de ces patients-là, de mon côté plus médical. Là. Elles ne sont pas nécessairement pires avec l'exercice. Ben, pas nécessairement, parce que c'est pas mieux s'ils ne bougent plus du tout, parce que ça peut durer, ça peut prendre 2 ans là, avant que la douleur vraiment s'améliore. C'est loin d'être la majorité des cas, là, on s'entend, c'est des cas extrêmes, mais ça arrive, là, c'est des choses que vous pouvez voir là, dans votre pratique. Oui, j'ai une question pour vous. Oui. Pour justement, vu qu'on parle de douleur, c'est pas évident à contrôler au niveau de la pharmacologie. Est-ce que vous avez déjà suggéré le TENS? Moi, je travaille en physiothérapie, je travaille beaucoup avec le TENS. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà... Non, mais il faudrait que je vois s'il y a des nouvelles choses là-dessus. Là. Quand j'avais vu, j'avais pas rien vu, mais parce qu'au niveau des recherches, il n'y a pas beaucoup de documentation avec le cancer, l'utilisation du TENS, mais il y a souvent un genre d'accord avec le médecin, une entente que lorsque le médecin autorise, en autant qu'on n'est pas sur la région où est-ce que ça a été traité, que c'est correct, mais il y a une décharge signée par le client. Mais c'est sûr que sur les autres zones qui n'ont pas été traitées, moi, j'ai aucun problème. Sur la zone qui a été traitée, je sais que c'est dans les listes, parce que je suis allée en physiothérapie et elle m'avait posé la question, elle a dit comme des radios de coton. Je vais te poser la question. Je sais que sur la zone, ils disent, mais moi, tu sais, un coup, la radiothérapie, l'effet aigu est passé, je vois pas pourquoi plus tard il y avait une contre-indication à le faire. Au niveau rachidien, tu sais, si tu vas traiter au niveau rachidien avec le dermatome, est-ce que ça va déranger, ça va toucher la région, c'est toutes des questions à se poser. Mais ça pourrait être un outil intéressant pour un traitement non invasif. Hein? Oui, il faudrait. Qui n'a pas d'effet secondaire. Oui, il faudrait l'essayer. Je n'ai pas de réponse toute prête, mais en effet, là, ça pourrait être une bonne idée, une suggestion. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, il y en a quand même pas beaucoup là, sur le nom, mais en effet. En parlant de douleur, moi j'ai lu un article qui disait que de douleur générale,
que 10 minutes d'activité à intensité légère à modérée avait un effet analgésique. Fait que, des fois, on a tendance à stopper rapidement l'exercice, mais dans certains cas, on va même avoir un effet bénéfique à faire un certain niveau d'exercice. En fait, c'est ça que je voulais dire aussi. Moi, je suis psychologue de formation. Les études sur les gens qui ont des douleurs chroniques, le fait d'apprivoiser son corps, d'apprendre à bouger, d'apprendre à avoir des sensations dans son corps, parce que quand tu fais du sport régulièrement, tu le sais que ça permet de... Je pense qu'il y a l'effet physique, justement, à l'algésie, mais je pense qu'il y a aussi l'effet psychologique d'apprendre à apprivoiser son corps autrement. Moi, j'aime toujours mieux adapter les mouvements en fonction de la douleur de la personne, à moins que ce soit vraiment une douleur extrême, mais j'aime toujours mieux, je trouve que la personne retire beaucoup plus de bénéfices à n'en faire qu'en restant chez elle. Fait que c'est pour ça, je pense que c'est avantages et désavantages. Oui, il y a de la douleur, mais toujours travailler dans cette optique-là. C'est subjectif à la douleur, hein? Je veux dire, oui, c'est ça. je veux dire, les gens ne tolèrent pas la douleur de la même façon. Les gens qui bougent, généralement, la tolèrent. Mais je pense que ça va surtout être de pas, mettons, quand tu as une douleur chronique, ça va être de bouger, mais de ne pas chercher à aller augmenter la douleur. Fait que, tu sais, j'irais pas nécessairement arrêter de bouger la partie au complet, mais si ça n'augmente pas la douleur puis c'est un niveau qui se tolère bien, moi j'irais continuer un petit peu là-dedans. Moi, je pose toujours la question, il y en a qui me disent, hey, j'ai eu mal, t'as-tu encore mal? Non, bon, c'est bon, ça me satisfait, moi, de savoir cette réponse-là, c'est parce qu'elle a eu des courbatures, puis bon. Mais après ça, on veut pas que l'exercice cause une blessure. Mais oui, effectivement, toujours bouger, moi, c'est ça que je prends ça. Celles qui se font refaire les seins par la suite pour les exercices à éviter, je sais qu'il y a les push-ups puis pousser vers l'avant, mais à part ça, il y a d'autres choses vraiment à éviter. Non, pas nécessairement. Même au niveau des push-ups, c'est pas une contre-indication, dépendamment du type de chirurgie mammaire que la personne a eu, que la patiente a eu, mais habituellement, ce que j'ai vu dans les chirurgies, je ne les connais pas beaucoup, là, mais... Je sais quand même vu, là, mais un coup, c'est bien guéri, là, quand ça fait déjà quelques mois que la personne n'a plus de douleur. Ça dépend si c'est sous-pectoral. Non. Non, je ne veux pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Denis, est-ce que tu aimes mieux prendre la parole en ce moment ou pas? Ça bien ça. Bon, mais c'est très simple. Je vais vous dire merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Merci aux deux conférencières, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis, prochaine activité pour les membres du réseau, nous aurons le 20 novembre prochain, c'est un jeudi, un lunch and learn, une activité spéciale qu'on n'a pas encore faite. Donc, soyez à l'affût de vos courriels puisque je vous enverrai vraiment une description détaillée de ce que ce sera. Mais je pense que ça va être là, on est un petit peu en mode écoute, en mode passif. Et pourquoi ne pas passer à l'action? Passer vraiment au projet interdisciplinaire comme tel. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant, tant au point de vue individuel qu'au point de vue de groupe, qu'au point de vue de la collaboration. Donc, pour les membres du réseau, là, à suivre, j'espère que vous y serez en très grand nombre. Alors, merci. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez le temps de jaser un petit peu, puis de repartir chez vous en étant très prudent.